Salut, c'est Thomas Rozek. Faire un enfant, c'est grimper tout nu et sans armes dans un ascenseur émotionnel lancé à pleine balle. C'est aussi, avant la venue au monde du dit enfant, faire l'expérience de se voir assailli de questionnements qu'on n'aurait pas imaginé circuler dans notre cerveau. Sans même parler des angoisses et incertitudes liées à la pandémie que nous traversons en ce moment, on se retrouve face à des interrogations insoupçonnées. À quoi ce bébé va-t-il ressembler ? À qui surtout ? Plutôt à moi ou à celui ou celle avec qui je le fabrique ? Est-ce qu'il aura mes bons côtés et les siens ? Ou alors est-ce qu'il aura ce nez que j'ai hérité de mon grand-père, que je trouve un peu disproportionné, et ce caractère que trimballe ma moitié qu'on qualifiera pudiquement de bien trempé. Futurs parents, nous y passons toutes et tous, quel que soit le schéma familial qui soit le nôtre. Et notamment lorsqu'on a décidé de faire cet enfant en solo. La PMA ouvre les portes du même ascenseur en folie que j'évoquais plus tôt, et ce dès les débuts, dès les prémices du projet. C'est ce qu'on va vous raconter avec la série documentaire qui va nous accompagner toute cette semaine. Elle s'appelle « À la recherche du sperme parfait », elle est signée Aline Maillard, réalisée par Vincent Hiver, et le premier des 4 épisodes qui la composent arrive tout de suite. Bienvenue dans Programme B. Ouais, quand j'étais ado, contrairement à mes potes, en fait, j'avais aucune envie de me marier et d'être enceinte et d'avoir un petit être vivant qui grandissait dans mon bide. Moi, j'avais envie d'adopter. C'était essentiellement parce que je voyais pas pourquoi est-ce que j'allais besoin de rajouter une bouche à nourrir supplémentaire sur une planète déjà surpeuplée. Moi, j'étais déjà hyper écolo-bobo à vélo à l'époque. Je me disais, mais en fait, il y a tellement d'enfants qui n'ont pas ou plus de famille et qui pourraient, du coup, que je pourrais aimer, quoi, juste tout simplement. Et peu m'importer, en fait, que l'enfant me ressemble pas, qu'il ait des handicaps, pas la même couleur de peau que moi, qu'il soit âgé ou pas. Pour moi, vraiment, l'important, c'était juste donner l'amour d'une famille. S'il y avait un petit côté, quoi, venez comme vous êtes. Bon, et puis alors, maintenant que j'ai la trentaine passée et que j'ai décidé de passer à l'action, j'ai réalisé que mon plan, en fait, il n'était pas si réaliste. Parce que tout simplement, je pense pas que quelqu'un va me donner un enfant. Très, très clairement, déjà il y a en fait pas tant d'enfants que ça à adopter. Et de deux, sur la liste d'attente, je pense que je suis tout en bas. Parce que, voilà, je suis journaliste pigiste, donc pas très très riche. Je suis célibataire, ouvertement queer. Donc du coup, il me restait plus qu'une seule solution. Telle une vierge mariée des années 2020, il fallait que je fasse un bébé toute seule. Et là, contrairement à ce que je pensais, tout d'un coup, depuis que j'ai pris cette décision, j'ai commencé à vachement réfléchir à la génétique de mon futur enfant. Moi, qui en avais rien à foutre que l'enfant me ressemble pas ou de pas savoir qui étaient ses parents, d'où ils venaient, tout d'un coup, je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je choisisse le fournisseur de sperme. Concrètement, c'est complètement dingue de vouloir choisir le sperme, parce que qu'est-ce qui fait un bon patrimoine génétique ? Quels sont les critères à considérer pour un donneur ? Le physique ? Le QI ? Les allergies ? Les passions ou les centres d'intérêt du donneur ? Enfin, c'est de la folie de vouloir choisir le patrimoine génétique. Me prendre pour la Vierge Marie, ok, mais là, c'est carrément se prendre pour Dieu, quoi. Et pour autant, j'arrêtais pas de me dire, ouais, mais les femmes hétéros, elles choisissent bien leur mec sur Tinder, pourquoi moi je choisirais pas le fournisseur de sperme ? Donc voilà, du coup, j'avais toutes ces idées dans ma tête et j'y comprenais rien. Du coup, pour y voir plus clair, j'ai décidé de faire ce que je fais quand je me pose des questions. Mener l'enquête. Donc, j'ai dressé une liste de toutes les personnes à qui je voulais parler. Des femmes qui ont fait des inséminations avec donneurs, IAD, comme on dit dans le petit milieu, des donneurs, des pédopsychiatres, etc. Puis je me suis dit, autant vous embarquer avec moi pour qu'on y voit plus clair tous ensemble. Donc la première étape, ça a été de rencontrer mon amie Anne, qui venait d'avoir un enfant avec sa femme Léna. Contrairement à moi, elles se sont pas posées 20 000 questions. Elles ont contacté une clinique en Belgique et se sont laissées embarquer. Il se trouve que ça s'est passé assez vite. Du coup, on était sûr qu'on aurait 3 mois d'attente, qu'on aurait le temps de continuer à se documenter. En fait, on a appelé la clinique, ils ont dit rendez-vous la semaine prochaine si vous voulez. Et là, ouah. En fait, le médecin nous a reçus, super sympa, nous a expliqué comment cette clinique fonctionnait. Et à la fin, il nous regarde et puis il fait bon alors pour le donneur, donc c'est un type caucasien. Et il nous regarde tous les deux. Là, on se regarde, on fait oui. Les cheveux, vous voulez quelle couleur de cheveux ? On s'est regardés toutes les deux, mais on s'était jamais posé la question. On n'avait pas réfléchi avant d'aller à la clinique. En fait, on savait pas qu'on devrait décider tout de suite et que C'était parti, quoi. On donnait les infos, ça rentrait dans notre dossier. Donc on s'est regardé, on a répondu, mais en 5 minutes. En fait, on avait comme choix couleur de cheveux, couleur d'yeux,
couleur de peau, du coup, et taille. Dans le train, du coup, on en a discuté en disant bon bah ça va, on n'a pas fait d'erreur, on a bien choisi. Mais en même temps, c'est bizarre de se dire on a bien choisi. C'est la question que tu te poses un petit peu. Voilà. D'où tu choisis ce genre de truc? En fait, en Belgique, en France et en Espagne notamment, c'est les cliniques qui choisissent le donneur de sperme, indifférent à chaque insémination. L'objectif, le seul objectif qu'elles ont, c'est que le donneur de sperme ressemble aux parents qui ne donnent pas ses gamètes. C'est juste ça. Donc en fait, l'idée de pas trop choisir et de laisser le hasard un petit peu choisir quel don de sperme on aurait, tu vois, moi ça m'allait bien. Ça me va bien parce que ça me met à l'aise de me poser trop de questions sur justement comment choisir. Souvent, les cliniques qui ont beaucoup de demandes, notamment en Belgique et en Espagne, elles se fournissent chez des banques de sperme. Il y en a plusieurs, elles sont généralement danoises. Les deux plus connues, c'est Cryos et European Bank Sperm. Les parents peuvent s'y fournir directement. En France, l'achat de sperme est illégal, mais bien sûr, ça n'arrête pas les familles. Sur les sites internet de ces banques de sperme, on trouve des centaines de profils très complets. Je vous en parlerai dans un prochain épisode. Donc en fait, une fois que les familles après ont passé commande sur le site, l'entreprise, la banque de sperme, leur livre le précieux liquide chez un ou une professionnelle de la santé complice qui accepte de recevoir ce colis hautement illégal. Léna, elle est tombée sur une de ses pubs au début de ses recherches sur Instagram. Elle a vu la pub et puis elle a cliqué. Et ça l'a mis super mal à l'aise. Ça m'a rappelé ma première inscription sur un site de rencontre, où j'avais la sensation d'aller au supermarché ou d'aller sur le catalogue de la Redoute, quoi. Franchement, moi, je la comprends. Parce qu'aller sur Tinder ou OkCupid, c'est un peu déprimant. J'ai l'impression qu'on y traite un peu les êtres humains comme des biens de consommation. Mais même si je trouvais ça un peu glauque, j'avais quand même pas envie de laisser le hasard choisir pour moi. Du coup, j'ai décidé d'en parler à la seule personne à qui je fais genre 100% confiance. La personne à qui je parle à chaque fois que j'ai des grandes questions complètement délirantes. La seule personne qui ne me juge pas, jamais. Mon psy, Laurent Fagion. Finalement, on est dans ce qui est décidé par l'homme et ce qui est de l'ordre, on va dire, de la nature. Et finalement, peut-être on pourrait demander à ces gens-là, mais finalement, est-ce que ce n'est pas remettre un peu de l'inconnu, de la nature, de quelque chose justement qui serait quelque chose qui arrive comme ça sans qu'on le maîtrise et qui donc on serait obligé de composer avec, peut-être très 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 joyeusement, mais de manière positive, mais de ne pas savoir, d'accepter cet aléa, c'est peut-être remettre un petit peu quelque chose qui est de l'ordre du courant, puisqu'on ne maîtrise pas tout, évidemment, dans le fait de donner naissance à un enfant. C'est vrai que c'est plutôt joli, vu comme ça, poétique presque, tu vois. Mais dans la réalité, il faut faire des choix. Et notamment, il faut choisir le type de don qu'on veut. Anonyme, semi-anonyme ou connu. Et pour Anne et Léna, ça, c'était hyper important. Pour connu, j'avais pas forcément envie parce que j'avais pas de potes proches où j'avais pas envie en fait de connaître le donneur. Semi-anonyme, c'est qu'à l'âge des 18 ans de l'enfant, il peut avoir le numéro de série du donneur de la banque de Cryos, machin. Je me suis dit, si d'ici 18 ans, si ça se trouve, la banque elle va brûler ou il y aura une autre loi ou bref, on retrouvera jamais ce numéro. Du coup, je voulais pas donner un espoir à l'enfant quand tu auras 18 ans, tu auras des connaissances sur ta génétique ou autre. Donc, c'était plus le choix du donneur anonyme en expliquant bien à l'enfant que il vient d'un don de quelqu'un qui a été généreux à une période et qui nous a bien aidés, point. Anne et Léna, elles m'ont recommandé d'aller au groupe de parole de l'APGL, l'Association des parents et futurs parents LGBT. Et là, j'ai bien réalisé que la question de la connaissance par l'enfant de ses origines biologiques était hyper importante pour tous les couples de femmes qui étaient présentes. Il y avait un couple qui voulait pas que l'enfant ait la moindre information sur le donneur. Pour elles, l'important, c'était leur famille et leur cellule familiale et l'amour qu'elles porteraient à leur enfant. Et finalement, le donneur n'avait pas sa place dedans. Et puis, comme mes amies, elles n'avaient pas envie de donner de faux espoirs à l'enfant. Elles n'avaient pas envie que l'enfant passe son adolescence à attendre d'avoir 18 ans pour enfin pouvoir connaître ou avoir des informations sur son donneur. À l'inverse, il y avait un couple qui avait choisi un don semi-anonyme. L'idée, c'était de laisser la porte ouverte pour que l'enfant puisse, s'il en avait envie, rencontrer son donneur à ses 18 ans. Mais hors de question de mettre le donneur en totem, elles étaient vraiment contre.
Pour elle, il s'agissait de bien expliquer la place du donneur et de bien faire comprendre à l'enfant que le donneur n'était pas un père. Et puis il y avait un autre couple, Maud et Aurore, qui ont eu une approche complètement différente. Elle voulait connaître le donneur et elle voulait que l'enfant connaisse le donneur dès sa naissance. Ça m'a intriguée, alors j'ai demandé à Maud si elle pouvait m'en dire plus. Moi, j'étais sûre et certaine que je voulais connaître le donneur. Aurore a pas été, je dirais pas longue à convaincre, mais c'est juste qu'on en a discuté parce que pour elle, c'était pas aussi évident que pour moi. Et au final, elle m'a rejointe. Maud m'a donné 2 raisons. La première, c'était cette part de génétique. En fait, on sait pas exactement l'incidence que ça a. Comme on sait pas, on était quand même plus à l'aise avec le fait d'avoir quelqu'un avec qui on soit en adéquation. Et la deuxième, mais qui était sûrement même plus importante, moi, je voulais que Gabriel ait des relations avec lui plus tard. Et je voulais que cette personne, du coup, soit vraiment en adéquation avec nos valeurs et avec ce qu'on considère être important en termes dans la vie, quoi. Qu'on puisse lui expliquer pourquoi il avait fait ça. Pour trouver leur donneur, elles sont allées sur un site de petites annonces, une sorte de le bon coin du sperme, quoi. On a été un peu désarçonnés au début parce qu'on a été pas mal contactés par des gens à qui on avait rien demandé, entre guillemets. On avait fait un profil, mais sans plus, et on a été étonnés du fait d'être contactés comme ça spontanément par des hommes. Il y en avait notamment un qu'on a appelé Inséminator. On avait l'impression que sa démarche, c'était vraiment de donner le plus possible. Tu vois ce que je veux dire ? Sans forcément qu'il y ait de relations derrière, alors que pour nous, c'était important. Nous, on était plutôt dans la démarche inverse. On pensait que c'était plus... Ça nous correspondait plus que ça soit à nous de faire la démarche de demander à l'un des hommes qui était sur le site. Et c'est comme ça qu'on a trouvé Kevin. On l'a choisi sur forcément physique, on va pas se mentir. Et après, une fois que t'as ça, tu le rencontres et là tu vois si... Je pense qu'il y avait 2 choses, il y avait les valeurs et pourquoi est-ce qu'il faisait cette démarche-là. La troisième, comment est-ce qu'il se représentait en termes d'investissement dans la vie de l'enfant après. Kevin, c'était d'abord humain et politique. Humain parce qu'il savait qu'il n'aurait pas d'enfant biologique de lui-même, parce qu'il est homosexuel. Et aussi politique parce qu'il était très engagé auprès notamment des démocrates et qu'il pensait que c'était un acte d'aide vraiment à la communauté en soi, d'aider. Pour lui c'était un critère, il fallait que les femmes qui l'aident soient homosexuelles. Donc il avait déjà aidé un couple de femmes avant nous, donc il y a 2 enfants qui sont nés et voilà, on était le 2e couple qui l'aidait. Finalement, pour Maud et Aurore, le patrimoine génétique du donneur, sa ressemblance avec la mère non biologique, c'était pas important. Et c'était la même chose pour Anne et Léna, et pour plein d'autres femmes à qui j'avais parlé. En fait, elles m'ont toutes dit la même chose. Un enfant, c'est une surprise, rien ne se passera comme tu l'avais imaginé. Et ça m'a fait repenser à la conversation justement que j'avais eue avec Anne et Léna il y a quelques semaines. En fait, c'est tellement le hasard, c'est-à-dire que quand même dans un petit extrait de sperme, il y a tellement un nombre de spermatozoïdes de ouf. Donc, tellement d'informations dans chaque... Aussi, mais voilà, en gros, je pense que l'insémination faite 1 minute après, ça aurait été un autre bébé. Ça tient à quoi ? Ok, peut-être c'est de la philosophie de comptoir, mais ça compte quand même. C'est bien de se poser certaines questions. D'autres, c'est pas forcément nécessaire. Faut se laisser emporter par le truc. Déjà, réussis à savoir ce que tu veux entre donneur anonyme, semi-anonyme ou connu. C'est déjà, faut choisir entre les 3. Ensuite, c'est comment procéder. Vers qui je peux me tourner, qui peut m'épauler, qui peut nous accompagner, etc. Et après, faut que ça marche. Ce qui est encore une autre étape. Une fois qu'il sera lancé, une fois que c'est lancé, ouais, effectivement, tu vas avoir 36 000 questions de quelle poussette je vais prendre. Quelle maternité ? En fait, en parlant avec toutes ces femmes, j'ai réalisé un truc. Le plus important pour moi, c'est pas tellement le don ou le type de don, mais comment est-ce que je vais faire l'insémination. J'ai compris que j'avais aucune envie de me réveiller à 5h du matin pour prendre un train toute seule vers Bruxelles et attendre dans une salle d'attente d'une clinique toute seule. J'ai envie de l'expérience la moins médicalisée et la plus humaine possible. Et donc j'ai pris la décision de le faire à Paris. J'ai 2 options. Soit je passe par une des banques de sperme danoises, je fais ma petite commande illégale et je trouve un ou une médecin qui accepte de récupérer le colis et de me faire une insémination tout à fait illégale. Soit je trouve un ami qui accepte de me donner du sperme et on fait une petite insémination maison tout aussi illégale. Bref, tout ça je vous en parlerai plus dans le prochain épisode de À la recherche du sperme parfait.